Donc, merci à tous d'être venus et aussi merci à Laura et à Datalumi de m'avoir invitée. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rendu compte avec Laura qu'on était toutes les deux bénévoles pour le Startup Weekend, moi sur Grenoble et Laura sur Annecy. Donc, c'est marrant, le monde est petit. Donc, au menu, On ça va... serait bien que ça. Menu du jour pour le coup. Donc, 4 parties. Partie euh, 1, pourquoi se faire certifier. Partie 2, processus certification. Partie 3, comment le réseau Alumni peut vous faire marquer des points. Et partie 4, questions-réponses. Je vais commencer par me présenter aussi et pourquoi est-ce que je suis là. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce petit menu qu'on vous a concocté avec Laura. Donc, je suis consultante Calliope et pédagogie et je suis aussi en fait intervenante en marketing et communication dans différentes écoles de commerce sur Grenoble et alentour. Donc voilà, pour vous faire mon parcours de façon très courte. Je laisse très rapidement la parole à Laura pour qu'elle se Ouais. présente. Alors, du coup, bienvenue à tous. J'en connais certains. Merci encore d'être venus. Le but, c'est que ce soit un échange. On a un petit groupe aujourd'hui, donc c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, je suis la fondatrice de Datalumni. Datalumni, c'est un outil qui permet d'accompagner les écoles dans la création et l'entretien de leur réseau d'anciens. Donc, on commercialise généralement une plateforme. Et c'est vrai qu'on s'intéresse énormément à toutes les problématiques, évidemment, de l'enseignement supérieur, puisque c'est des problématiques qui sont clés chez nos prospects et nos clients. Et la certification Calliope, voilà, on en a beaucoup entendu parler, on a beaucoup écrit dessus, du coup, parce que ça permet directement en fait de faire écho et d'accompagner encore mieux nos clients là-dessus. Et c'est vrai que la volonté de faire un séminaire, un webinaire là-dessus, elle est rapidement apparue. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Camille, qui elle est vraiment dédiée sur le sujet. Et on avait vraiment besoin d'un plus d'un expert pour parler de tout ça, parce qu'il y a les critères, il y a l'audit, enfin voilà, tout ce que vous devez certainement traverser si vous êtes présent aujourd'hui et auquel vous allez pouvoir peut-être trouver quelques réponses grâce à Camille. Du coup, je te passe la main, Camille. Merci. Oui, toutes ces choses très agréables, l'audit, la certification pour commencer. Je vais aussi rajouter que je suis certifiée par AFNOR, c'est-à-dire que légalement, si on peut dire, j'ai le droit d'être auditrice Calliope. Donc c'est mon petit plus, on va dire, c'est ça. Donc pourquoi se faire certifier Calliope? Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est ce que Laura vous posait comme question au tout début, c'est très intéressant de savoir si vous pensez vous faire certifier ou si vous êtes déjà certifié, c'est peut-être le cas, ou si vous êtes en pleine certification. Alors quand je dis pleine certification, c'est-à-dire que vous êtes en préparation de certification. Donc les principales raisons, donc on va voir les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage principal, c'est qu'on bénéficie bien évidemment des fonds publics et mutualisés, c'est-à-dire que votre formation va être éligible à tout ce qui va être financement par le CPF, les OPCO, les régions, tout ce genre de fonds. Donc si vous êtes par exemple au Datadoc, vous avez ce bénéfice, sachant qu'à partir du 1er janvier 2022, donc ça passe vite puisqu'on est déjà fin septembre, vous devez être Calliope pour pouvoir bénéficier des fonds publics et mutualisés. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, Calliope, ça atteste de la qualité de vos processus. C'est-à-dire que en ayant le label Calliope, la personne qui va prendre votre formation sait que votre formation va être de qualité, mais en plus de votre formation, tous vos processus. Quand on parle de processus, ça va surtout être, par exemple, vos processus de recrutement de formateurs, par exemple, vos processus de tout ce qui est interne de management de formation, rédaction de vos programmes, et ainsi de suite. Et bien évidemment, avec cette certification, vous êtes légitime et crédible auprès du public. Entre un organisme qui n'a pas forcément la certification Calliope et un organisme qui va l'avoir, je vous laisse imaginer qu'un potentiel prospect va forcément préférer un organisme qui va avoir la certification Calliope. À ça s'ajoute que potentiellement, comme la personne va pouvoir bénéficier de son compte CPF, elle pourra financer une partie de sa formation. Donc financièrement, pour un organisme de formation, il ne faut pas se le cacher. On va parler aussi des inconvénients.
Le plus gros inconvénient, et c'est quelque chose qu'on voit de partout, puisque Calliope est mis, on va dire, en parallèle du Datadoc. Le Datadoc était gratuit. Calliope, c'est une certification qui est payante et on va dire le montant que l'on vous demande se fait en fonction du bilan pédagogique et financier. C'est-à-dire, votre bilan pédagogique et financier, vous le réalisez sur les formations que vous avez dispensées donc à des apprenants, mais uniquement les formations sur lesquelles vous avez bénéficié des fonds publics et mutualisés. Autre information très importante par rapport à ce bilan pédagogique et financier, vous êtes certifié Calliope, renseignez-vous. Vous n'avez pas si votre organisme de formation est jeune, vous n'avez pas à donner ce bilan pédagogique et financier la première année. En général, vous en êtes dispensé. Mon conseil de professionnel, c'est de le faire et de le garder sous le coude pour l'année prochaine. Comme ça, vous avez déjà cette habitude de le réaliser. Donc, renseignez-vous. Ensuite, un autre inconvénient, et vous êtes potentiellement présent ici aujourd'hui, c'est la préparation qui peut être chaotique. Donc, quand je parle de préparation, ça va être lire le référentiel, comprendre le référentiel, ça va être tout ce qui est préparation de documents pour répondre à tous les critères et les indicateurs du référentiel et ce genre de choses. Et après, c'est tout ce qui est un autre inconvénient, la post-certification, que j'appelle la post-certification millimétrée. Alors, j'insiste beaucoup. Je pense que j'ai un écho par contre, Laura. Je ne sais pas si... Alors oui, il y a peut-être quelqu'un qui a son micro d'ouvert, mais je pense que c'est bon. Par contre, Ouais. parfois, ça coupe un petit peu, donc je veille un peu ton son. On t'entend quand même globalement très bien, mais on sent qu'il y a des petits crushs de réseau. Ouais. Est-ce que Ce que l'écho je est vais faire, parti? c'est que je vais couper la caméra et ça sera peut-être histoire de pendant la présentation. Ça a l'air pas mal, ouais, Camille. Ouais, je pense que ça sera mieux. Ça sera mieux. Donc, je reprends sur ma post-certification millimétrée. J'insiste beaucoup en fait sur ce point-là parce qu'on pense que la préparation Calliope est difficile. Alors oui, la préparation, elle est difficile. Mais le problème, c'est l'après-certification. Donc, on en parlera plus précisément sur les slides suivants, mais ça fait partie des gros inconvénients. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est qu'une fois que vous avez passé votre certification Calliope, elle est valable 3 ans. Alors, si vous l'avez déjà et si vous l'avez passée avant 2021, elle est valable 4 ans parce qu'ils ont rallongé d'une année avec le Covid. Autre information importante, une durée d'audit peut aller d'une demi-journée à 3 jours et demi. Alors ça va dépendre de la taille de votre organisme de formation et de si vous avez plusieurs sites de formation. Par exemple, si vous êtes un gros organisme de formation, forcément, déjà, ça va vous coûter plus cher, premièrement. Et la deuxième chose, c'est l'audit durera plus longtemps. L'échantillonnage est préparé par l'organisme de formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot et ce gros mot, échantillonnage préparé par l'organisme de formation? C'est-à-dire que l'auditeur qui vient voir si, oui ou non, vous avez droit à avoir la certification, normalement, et je dis bien normalement, ce n'est pas lui qui choisit l'échantillonnage. C'est-à-dire, si vous devez présenter une formation pour présenter un programme, si vous devez présenter des dossiers clients, c'est vous qui choisissez l'échantillonnage. Donc ça, c'est la règle d'AFNOR, donc règle COFRAC, etc. Après, bien évidemment, ça va dépendre de comment les gens font au sein de l'organisme certificateur. Et ça va varier. Mais normalement, c'est vous qui préparez l'échantillonnage. Ce n'est pas l'auditeur qui le prépare. Et l'audit, il est structuré. Donc, je reviendrai précisément sur la structure de l'audit. L'audit, ce n'est pas un auditeur qui vient comme ça, les mains dans les poches, et qui vous dit oui, alors on ne sait pas trop, on va un peu regarder comme ci, on va un peu regarder comme ça. Non, l'audit, il est structuré. Si votre audit n'est pas structuré, je vous conseille de contacter le certificateur et de lui dire que votre audit n'a pas été structuré. Moi, j'ai une petite question du coup, Camille, avant d'aller sur les étapes, parce que tout ce qui est du coup audit, là, comme tu mentionnais, comment en tant que, est-ce que, comment dire, est-ce que je sais d'avance, par exemple, combien de temps va durer mon audit? Qui est-ce qui m'informe de ça? Oui, alors en fait, je vais en parler dans le processus, ça fait partie du processus.
Tiens, je passe. Allez, je t'ai Hop, lancé le micro. hop, exactement. C'était même pas fait exprès, hein. Non, non, on n'a presque pas révisé avant. Donc, pour le coup, je vais répondre à la question de Laura et donc comprendre le processus de certification. Donc, la première étape, c'est votre décision d'avoir Calliope. Donc, il faut que ce soit une décision réfléchie. Il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Donc, qui fait quoi et qui va faire quoi? Donc, quand je dis qui fait quoi, qui va faire quoi, c'est comment est-ce que vous allez vous organiser en interne. Je vais être très honnête avec vous. Calliope, c'est un métier à temps plein dans certains organismes de formation. Si vous avez la possibilité, moi, je vous conseille de prendre quelqu'un, que ce soit au début peut-être une personne à mi-temps, et qu'après, cette personne soit une personne à temps complet. Donc, si vous avez des questions sur ça et sur la formation du personnel, n'hésitez pas, je pourrais aussi répondre à vos questions. Deuxième étape, vous contactez le certificateur. Sachant qu'en ce moment, les certificateurs sont overbookés. J'ai un client qui a contacté le certificateur en août, il a rendez-vous en novembre. Donc, ne perdez pas de temps, surtout si vous êtes un organisme plutôt gros de formation. Quand je dis plutôt gros, je commence vraiment à penser à des organismes de formation qui font des CA à partir de minimum 100 000 euros, 150 000 euros, par exemple. Donc, en termes de CA et aussi en termes de personnel, si vous brassez beaucoup de monde, pensez-y. C'est-à-dire que là, les certificateurs commencent vraiment ils sont vraiment bookés. Donc, la troisième chose, c'est la préparation. Donc, comment est-ce que ça se passe? Vous contactez votre certificateur, donc l'étape 2, et entre la deuxième étape et la troisième étape, vous allez avoir votre certificateur qui va vous répondre. En général, on va vous demander des documents. Donc, si vous êtes un formateur indépendant, on ne vous demandera pas d'organigramme. Si vous avez, en gros, si vous êtes 3, c'est-à-dire vous êtes, on va dire, le PDG et vous avez 2 employés, on vous demandera un organigramme. Donc, vous fournissez votre bilan pédagogique et financier. En général, vous fournissez tous les papiers comme quoi votre organisme de formation est enregistré, etc. Et vous fournissez tout ce qu'on vous demande. Alors, en général, les papiers, c'est assez standard, mais on va vous demander plus de renseignements sur votre organisme de formation, quel type de formation. Alors, je parle beaucoup d'organismes de formation, mais bien évidemment, vous pouvez être une école, un CFA, c'est un bilan, centre de bilan de compétences. Vous pouvez avoir, par exemple, aussi un organisme qui fait uniquement de la validation des acquis de l'expérience. Donc, ce qui va se passer, c'est que le certificateur va vous demander le document. Vous allez envoyer ces documents. Très souvent, vous envoyez les documents en même temps que vous demandez le devis. Le certificateur va vous répondre, va vous renvoyer en fait un devis en ayant vu vos documents et en fonction de ça, il vous dira bon, ben voilà, l'audit va prendre un jour, 2 jours, 2 jours et demi, et ainsi de suite. Est-ce que ça répond à ta question pour le coup, Laura? Ça répond complètement à ma question. C'est très clair. Merci Camille. De rien. Et donc, ce qui va se passer, donc vous allez recevoir ce document, donc à vous de le valider ou pas. Je vous conseille quand même de bien relire les devis. Exemple, un client qui a reçu un devis qui était en fait un devis multisite alors que lui il est indépendant, ça ne correspond pas. Donc, vraiment, vérifiez bien et vérifiez vraiment bien toutes les informations que vous renvoie le certificateur et n'hésitez pas à poser des questions au certificateur, même si ça vous semble des questions bêtes. Déjà, il n'y a pas de questions bêtes, on va commencer par ça, mais vraiment poser des questions. Parce qu'il y a des certificateurs qui sont peu scrupuleux et il y en a qui le sont un peu plus. Voilà, il y a des gens qui font les choses bien et il y a des gens qui profitent du système. Donc, faites attention. Et bien évidemment, dernière étape, le jour de la certification, donc qui est une journée structurée. Donc, comment est-ce qu'on se prépare? Donc, Calliope, déjà, donc vous recevrez, comme a dit Laura, la petite image qui est là. Honnêtement, je vous conseille de l'imprimer et de la garder sous votre coude, à côté de votre ordinateur ou dans votre bureau si vous vous occupez de Calliope, parce que c'est vraiment par excellence. Donc, Calliope, c'est 7 critères, 32 indicateurs, mais vous n'êtes peut-être pas concerné par tous les critères. En fonction des formations que vous réalisez au sein de votre organisme de formation, vous n'avez pas forcément à répondre à tous les critères. Alors, par contre, si vous êtes un CFA, vous les avez tous, tous les critères et tous les indicateurs. Donc, vous en avez 32 et c'est forcément plus lourd si vous êtes un CFA que si vous êtes
Par exemple, vous voyez, BC, c'est bilan de compétences, uniquement si vous faites du bilan de compétences. Donc, l'essentiel pour se préparer correctement, c'est prendre connaissance du référentiel et se l'approprier. Quand je dis se l'approprier, malheureusement, il faut le lire, il faut le relire. Voilà, c'est lourd. Donc pareil, Laura vous enverra le lien du référentiel, qui est la dernière version, qui est une version de mars 2021, pour le Oui, coup. pour le petite anecdote sur le référentiel, du coup, c'était l'un de mes premiers points avec Camille sur lesquels on discutait, c'était de se dire d'accord, mais sur quoi on s'appuie? Et là, ma surprise a été que, en fait, il n'y a pas forcément de template Vite. pour... Moi, je m'attendais un peu naïvement à avoir des documents à télécharger, à remplir, etc. Et en fait, je pense que le principal challenge de Calliope et pourquoi ça pose autant d'inquiétudes, c'est qu'en fait, les organismes, ils sont laissés un petit peu tout seuls sur cette certification avec des documents à créer, mais qu'on ne connaît pas, etc. C'est Donc ça. voilà, c'était pour ça que le référentiel est intervenu, mais je vous le donnerai aussi après si ça va pour Camille. Il y a deux petites questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, on peut peut-être les prendre vu qu'on avance bien. Oui. Il y a une personne qui demandait à partir de quel moment est-ce qu'on devient multisite? À partir du moment où on a, par exemple, une école qui va être sur Grenoble et sur Lyon, c'est pas multi. Ouais. À partir du moment où on a 2 sites de formation, Ouais. Donc ça, c'est tout simplement. assez clair. Et du coup, une dernière personne qui demandait aussi, est-ce que c'est le même principe quand on est formateur référencé slash organisme de formation? Quand on est formateur indépendant et qu'on veut passer Calliope, oui, c'est exactement le même principe. Que l'on soit, par exemple, formateur indépendant, moi toute seule dans mon salon, ou que vous soyez un organisme de formation qui fasse 5 millions par an, les indicateurs, alors ça dépend ce que vous vendez comme formation, mais les indicateurs sont les mêmes et le principe est le même en fait. C'est-à-dire on contacte le certificateur fait un devis, etc. À vous de l'accepter ou pas, mais oui, le principe est le même en fait. Voilà. Et le suivi est le même. Je vais rebondir sur ce que tu disais aussi, Laura. Donc, pour se préparer, aussi, on peut se faire accompagner. Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a des gens qui, on va dire, qui sont comme moi, font de l'accompagnement, du consulting, des audits blancs. Ensuite, vous avez des certificateurs qui proposent aussi cette formule. Donc, vous avez des certificateurs qui font des pré-évaluation ou audit blanc d'avant certification. Voilà. Une autre solution, si vous avez plusieurs personnes en interne, c'est de répartir les tâches en interne et en fonction des pôles. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parlait par exemple des documents. Donc, vous voyez, il faut aussi réfléchir à la pré-certification et à qui entretient tous ces tableaux, ces documents. Donc, ça va aussi avec répartir les tâches avant la certification. Et c'est un peu qui fait quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne peut pas demander à une personne, en plus de son travail à temps complet dans un organisme de formation, exemple un responsable pédagogique ou une responsable administrative, en plus de ça, de préparer Calliope. Vous pouvez, mais la personne va finir en burn-out. Je veux dire, pour l'avoir eu, c'est vraiment pas conseillé. Donc, il faut vraiment s'asseoir, réfléchir, s'organiser. Je vous conseille de faire ça sous forme de projet. Ça peut être une solution. Et donc, non, il n'y a pas de template, c'est-à-dire que vous avez le référentiel sur le site du travail.gouv, sur le site du gouvernement, mais vous n'allez pas avoir de template. Alors, bien évidemment, les documents très communs des organismes de formation, par exemple, attestation d'assiduité, fiche de présence, convention de formation. Si vous êtes formateur, en général, vous les avez déjà, sont très faciles à trouver sur Internet. Il y a aussi des structures qui vendent des packages de documents Calliope, donc sans accompagnement. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter un package sans accompagnement, pour la simple et bonne raison que vous allez remplir vos documents pour la certification et qu'après, vous n'allez pas comprendre comment remplir. Le problème, ce n'est pas avoir la certification. Si vous vous préparez correctement, si vous êtes minutieux, vous avez les documents, vous avez la certification. Le problème, c'est l'après. C'est ce que je vous disais, c'est être millimétré, si on peut dire. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à entretenir vos documents. Les documents, c'est pas, on les fait pour la certification, on les laisse dans un coin, on se réveille 6-8 mois après la certification. Tiens, dans 6-8 mois, j'ai mon audit de contrôle. Non,
Il faut vraiment, en fait, avoir une routine quotidienne. Donc, il y a des tableaux, par exemple, de veille. On pourra en parler plus amplement si vous avez des questions dessus. Vous pouvez mettre, si vous êtes un gros organisme de formation, vous avez des documents à mettre en place pour la gestion de vos formateurs, récupérer les CV de vos formateurs. Bonne question, mais est-ce qu'actuellement, dans votre organisme, si vous avez plusieurs employés, est-ce que vous avez toutes les fiches de poste dans un dossier? Ça fait partie des documents à avoir. Alors, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être simples, mais c'est ce cumul justement de petites choses simples qui font que si on ne réfléchit pas à l'après, on perd pied. Et c'est un peu la descente, après, c'est un peu la descente, malheureusement, la descente aux enfers Calliope qui se fait. Et du coup, tu conseilles quoi? Tu conseilles tous les ans rafraîchir les documents ou... Moi, ce que je conseille, c'est, alors déjà, c'est ce que je dis, c'est si on peut avoir quelqu'un en interne qui ne fait que ça, qui ne fait que de la qualité, avoir une personne qui ne fait que de la qualité. C'est-à-dire, alors après, ça va dépendre de la taille des organismes, mais si on peut avoir une personne qui ne fait que de la qualité, que de la qualité, c'est le top. C'est-à-dire une personne qui, en fait, va être référente qualité Calliope, tout simplement. Je sais que sur des écoles de bonne taille et aussi sur certains CFA, ça se fait. J'avais rencontré plusieurs personnes qui étaient en formation chez AFNOR, qui en fait étaient en formation puisque ces personnes allaient être justement référentes qualité dans leur CFA ou dans leur école. Donc, ou au sein d'une fédération aussi, j'ai vu ça. Donc, c'est le mieux, on va dire. Ou avoir, par exemple, une personne à mi-temps, si on est un plus petit organisme de formation. Ou répartir les tâches de façon intelligente. Voilà, c'est ça. Chacun son document, quoi. En fait, chacun son document, chacun sa partie, parce que par exemple, sur la partie RH, si on a des ressources humaines dans un organisme de formation, comme peut avoir par exemple une école de commerce. Moi, je sais qu'en travaillant en école de commerce, tout ce qui est documents que j'envoie, etc., contrats, c'est les RH en fait qui vont s'en occuper. Donc là, on est sur le critère 5, par exemple. Toutes ces choses-là peuvent être suivies par les RH. Tout ce qui est programme, etc., si un responsable pédagogique peut être suivi par un responsable pédagogique. Tout ce qui est veille légale et réglementaire peut être suivi par une responsable administrative, et ainsi de suite. Donc, on parlait de journée structurée, et je pense que c'est important de partager avec vous à quoi ressemble une journée d'audit et à quoi doit ressembler votre journée d'audit. Donc, si votre journée d'audit ne ressemble pas à ça, vous tirez la sonnette d'alarme. Donc, la préparation de l'audit, c'est ce qu'on voyait sur la petite chronologie, c'est l'étape 2-3. C'est-à-dire que vous envoyez donc les documents qu'on vous demande et vous avez le devis qui vous revient avec, on va dire, un document qui va vous dire, bon ben voilà, on va venir vous voir tel jour, telle date, telle heure. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à savoir et important, si vous avez plusieurs employés, si par exemple aussi vous avez une équipe commerciale et ainsi de suite, très important, sachez que l'auditeur va sûrement parler avec vos employés. Alors je dis vos employés parce que j'estime que tout le monde ici est directeur d'organisme de centre de formation, mais je suis sûre que ce n'est pas le cas, mais peut parler avec vous, peut parler avec les personnes de l'entreprise et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut que les journées soient structurées. Vous payez une prestation, déjà, premièrement. Donc, il faut que la journée soit structurée, puisque l'auditeur, la première chose qu'il fait, donc il fait une réunion d'ouverture. La réunion d'ouverture, elle va vraiment servir à vous présenter l'audit. L'auditeur, il vient pour vous dire si oui ou non, vous remplissez les critères. Très important, et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas à leur place pendant les audits. L'auditeur n'est pas là pour juger vos programmes. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir des formations, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais des formations en marketing. Votre auditeur, ce n'est pas un marketeur et il n'est pas là pour juger en fait le contenu de la formation. Il est juste là pour dire si oui ou non vous répondez aux critères. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Donc, suite à cette réunion d'ouverture, l'auditeur, il est là, il fait sa petite vie dans votre organisme de formation. Il va faire des constatations. Donc, la constatation, ça va être est-ce que vous répondez au critère numéro 1, à l'indicateur 2, etc. Et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir les conclusions d'audit et la réunion de clôture. Donc, ça, en général, très souvent, ça se fait pendant la réunion de clôture. L'auditeur va vous dire, bon, ben voilà, sur cet indicateur-là, vous avez une conformité, c'est conforme, il n'y a pas de souci.
sur cet indicateur-là, vous avez les non-conformités, et ainsi de suite. Suite à votre audit, vous recevez un rapport d'audit. Alors ça, c'est très dépendant des certificateurs. En général, c'est 1 à 2 semaines après l'audit. La façon dont vous recevez le rapport d'audit, très souvent, c'est sous un fichier type Excel ou Google Spreadsheet, puisque c'est des colonnes, hein, c'est plus facile de vous dire si vous remplissez ou pas les critères. Et donc, Est-ce que c'est la même colonne que celle du référentiel, enfin à peu près? oui, en fait, ça y ressemble, c'est-à-dire que, alors, en général, c'est découpé de façon chronologique, donc enfin chronologique, oui, par critères, et donc il va y avoir les critères, les indicateurs, et en face, non, enfin, en gros, valide oui, non, et s'il y a une non-conformité, on vous dira pourquoi est-ce qu'il y a une non-conformité, on vous dira pourquoi est-ce qu'il y a une non-conformité majeure ou mineure. Je vais revenir sur les non-conformités juste après. Et donc, en général, ça se présente sous la même forme, c'est un tableau, et ça suit en fait le référentiel. La logique veut que ça suive le référentiel. Ok. J'ai bien dit la logique. Il y a une petite question qui d'ailleurs, il y en a deux, trois qui traînent, mais il y en a une qui est vraiment liée avec ce qu'on dit. Ouais. Lorsque notre organisme grandit, les documents qu'on a fournis à un instant T, ils vont plus correspondre pour l'audit de surveillance. Donc du Oui, et coup, ben en fait, il faut les mettre à jour. C'est à l'organisme de formation alors, on va imaginer, pour répondre à cette question de façon pratico-pratique, on va imaginer que vous êtes un tout petit organisme de formation, vous proposez une formation, une seule, vous avez un programme, vous avez un formateur, etc. Vous avez tous les documents. On va imaginer votre organisme grandit, ça marche bien, et vous proposez 2, 3, 4 formations. Vous êtes tenu, vous avez Calliope, vous êtes tenu par les processus en place, etc., de mettre en place tous les documents qui correspondent à tous les critères pour chaque formation. Et voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis avoir la certification, c'est pas difficile. Ce qui est, on va dire, un peu chaotique aussi, c'est l'après-certification. C'est-à-dire que c'est à vous, organisme de formation, de continuer à mettre à jour les documents. Donc comme ça, par rapport au suivi, vous avez l'audit de surveillance et les gens donc, vont venir. Donc, alors, ça dépend. En général, c'est 12 à 18 mois. Avec le Covid, il y a des gens qui ont eu des extensions. Donc, on a été sur du 22 mois, 24 mois, par exemple. Donc, c'est après l'obtention de la certification. Cet audit de surveillance, il faut le voir un peu comme un audit blanc. C'est-à-dire, donc pour répondre aussi, pour enrichir la réponse à la question de cette personne, si vous n'avez pas les documents, on va vous dire, bon ben voilà, là vous êtes non conforme, merci de donner de fournir les documents qu'on vous demande. Donc c'est vraiment à vous de continuer cette mise à jour. De l'intérêt d'avoir des gens qui font ça, d'être préparés et de savoir comment est-ce que vous allez vous organiser. Donc, le jour de la certification, donc déjà, vous pensez à respirer, parce qu'on voit trop de gens, stressés. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, si vous êtes prêts, il n'y a aucun problème. Donc soyez prêts, vous et vos employés. J'insiste vraiment sur ça, puisque l'auditeur va sûrement venir poser des questions. Vous avez des critères, en fait, des indicateurs où vous devez créer des processus. Donc, par exemple, comment est-ce que vous intégrez un stagiaire dans votre formation, comment est-ce que vous traitez les réclamations, comment est-ce que vous gérez les abandons, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des processus. En général, c'est des processus. Donc, s'il y a des gens ici qui font, par exemple, qui sont dans tout ce qui est mécanique, manufacturing, et ainsi de suite, en général, vous avez des procédures standardisées. C'est le même principe, hein. Voilà, c'est un peu une procédure bête et méchante qu'il faut présenter, et il faut bien évidemment que tous vos employés soient au courant de ce qui se passe. Si vous préparez Calliope dans votre coin et que les gens ne sont pas au courant, quand l'auditeur va venir à poser des questions, ça va être... Donc, pensez aussi à tenir informées toutes les personnes au sein de votre organisme de formation. Tenir informé, ça veut dire que les gens doivent avoir accès aux documents, qu'ils doivent avoir lu les documents, et ainsi de suite. C'est très important. La posture de l'auditeur, j'insiste beaucoup là-dessus, puisque c'est quelque chose qui, je pense, fait défaut, parfois. Alors, je vais jeter de cailloux à personne, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. L'auditeur n'est pas là pour donner des conseils ou faire des suggestions. C'est-à-dire qu'un auditeur n'a pas le droit, de par sa posture,
j'insiste normalement, de, de donner des conseils ou de faire des suggestions. Il est vraiment là pour vous dire si oui ou non vous répondez aux critères. Si vous pensez que l'auditeur n'est pas dans sa posture d'auditeur, je vous rappelle, vous payez une prestation. Vous avez le droit de dire au certificateur que l'auditeur n'est pas dans sa posture. Voilà. Mais vraiment, si vous pensez que la personne n'est pas dans sa posture d'auditeur. Exemple, ce qu'on disait, il n'est pas là pour vous donner des conseils pédagogiques. Il est vraiment là pour vous dire oui, non, vous répondez aux critères ou pas, tout simplement. Donc, au niveau des résultats, donc sous 1 à 2 semaines, alors ça, comme je vous dis, ça varie. En général, c'est 1 à 2 semaines parce que très souvent, donc, alors ça dépend, vous avez des auditeurs qui travaillent pour le certificateur à temps complet et vous avez des auditeurs qui sont en freelance, donc embauchés par le certificateur. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont rentrer chez eux, vont faire le rapport d'audit, ça va être envoyé au certificateur et le certificateur vous envoie le rapport. Moyenne, allez, 1 semaine et demie maximum. Donc, on va vous dire si vous avez des non-conformités. Quand vous regardez le référentiel, vous avez 2 types de non-conformité mineure et non-conformité majeure. Très important, en cas de non-conformité, donc l'organisme de formation a 5 jours pour dire comment il va lever la non-conformité. Vous répondez par écrit, c'est-à-dire que déjà vous laissez les traces écrites et en général, vous répondez par écrit. On vous demandera de répondre par écrit. Si vous avez une non-conformité mineure, vous avez 6 mois pour la mise en place. Si elle est majeure, vous avez 3 mois pour la mise en place. Donc, on parlait justement avec Et du Laura coup, là. excuse-moi Camille, dans ce délai, est-ce qu'on est certifié Calliope en attendant ou non? Ça repousse. J'allais rebondir sur justement l'histoire que tu me racontais juste avant qu'on commence le webinaire. Laura me racontait donc l'histoire d'une personne qui n'avait pas eu la certification. Et je pense que ce qui s'est dû se passer, c'est qu'elle a dû avoir une non-conformité majeure. Et ils ont dû revenir, alors peut-être pas 3 mois, mais peut-être moins, mais c'est 3 mois maximum. Ah d'accord, ok. Voilà. La logique voudrait qu'on ne soit pas certifié. Elles sont faciles à éviter. Elles sont faciles à éviter si on est un organisme de formation vraiment avec des procédés, des processus en place, je ne vais pas dire strict, mais très carré. Et on va dire, oui, il faut que ce soit millimétré. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc, la pré-certification, organisez-vous. Donc, si vous le pouvez, embauchez du personnel dédié à la qualité. Donc, que ce soit un responsable pédagogique, administratif, je ne sais pas, une assistante, peut-être à mi-temps pour faire tout ce qui est veille, etc. Voilà. Donc, pensez à utiliser des outils. Donc, que ce soit LMS, donc Learning Management System. Donc, si vous faites de la formation en ligne plus particulièrement, facilitez-vous la vie. Vous avez des outils qui sont, donc je ne donnerai pas de nom pour faut pas influencer qui que ce soit, mais vous avez des outils qui sont vraiment très bien, qui vous permettent de voir ce que font directement les élèves sur les plateformes. Voilà, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez un petit peu d'argent en banque, investi dans des outils parce que ça va vraiment vous faciliter la vie. Et justement, en parlant d'outils, on va rebondir sur le réseau Alumni et comment est-ce que le réseau Alumni vous fait marquer des points dans votre certification. Et donc ça, c'est très important et c'est aussi pour ça justement que ce webinaire est organisé. Donc je vais laisser mon petit slide. Hop, je vais laisser la parole à Laura. Ouais, merci beaucoup, merci à tous. Donc, on va revenir sur votre question. Moi, je vais être assez rapide. En gros, l'idée, c'était de revenir sur les 7 critères. Donc, j'imagine que vous connaissez à peu près les 7 critères. Donc, je vais juste les réexpliquer, mais très, très rapidement. Le premier, c'est l'information du public. Il faut que les prestations proposées, les délais, etc., ça soit clair. Il faut que le prestataire soit clair sur les objectifs des prestations. Donc, quel est l'objectif de la formation? Faut que ce soit adapté au public bénéficiaire. Faut que ça mette en œuvre des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aussi efficients. On s'assure de la qualification du développement des connaissances, inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel et recueil et prise en compte des appréciations, des réclamations formulées par les parties prenantes. Donc en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de venir certifier qu'on ait une formation qui fait bien les choses, tout simplement. Mais il y a 3 critères chez nous
Alors, vu que nous, notre métier, c'est quand même de faire des réseaux alumni sur lesquels, en fait, on peut se dire que ça peut être un appui non négligeable pour Calliope. Pour prendre, par exemple, l'exemple du critère numéro 2, celui d'avoir des indicateurs de suivi et de résultats de mes apprenants. Pourquoi est-ce que le réseau d'anciens peut être la clé, en fait, de ce critère? C'est tout simplement que le réseau d'anciens, en règle générale, il a l'une des vocations qui est de suivre l'insertion professionnelle, souvent pour d'autres objectifs. Ça peut être, par exemple, pour remplir aussi ces obligations, entre guillemets, de certification RNCP. Donc, enfin, voilà, parce qu'il y a Calliope, il y a aussi RNCP pour lequel vous devez montrer patte blanche dans le cas d'établissements qui sont à la fois formation initiale et continue. Et dans ce cas-là, en fait, tout ce qui est récolte de statistiques d'insertion professionnelle qui est fait via les réseaux alumni et encore plus particulièrement via des plateformes, va vous permettre d'organiser ces indicateurs de suivi pour que vous puissiez justement mettre à jour vos documents constamment. Si je prends vraiment l'exemple de Datalumni, nous, on a une partie statistique où en fait, nos clients, ils vont pouvoir consulter en temps réel les statistiques d'insertion professionnelle de leurs diplômés et du coup, ils vont pouvoir extraire en temps réel toutes ces statistiques pour, par exemple, mettre à jour leur fameux document de suivi. L'autre critère qui est important, c'est celui d'offrir des prestations d'accueil, d'accompagnement et de suivi. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à ce réseau d'anciens, il ne faut pas oublier que l'ancien, il a aussi cette vocation d'accompagner, de suivre l'étudiant. Donc, en fait, le réseau, ça permet à quoi? Ça permet aussi, par exemple, de mettre en place des systèmes de mentorat, de faire en sorte que des apprenants de dernières années ou alors que des anciens apprenants puissent, pourquoi pas, continuer d'accompagner les nouveaux apprenants. Donc ça peut aussi contribuer à la complétion du critère 3 et faire une preuve du fait qu'en tout cas, vous mettez tout en œuvre pour que votre apprenant soit accompagné à la fois bien sûr par le corps enseignant et d'intervenants directement formateurs, mais aussi pourquoi pas par un environnement qu'il soit d'anciens apprenants ou même de recruteurs pour que ça facilite en fait son expérience tout simplement d'apprenant. Et enfin, le dernier critère, ça va être celui de le critère numéro 6, c'est l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Donc là, c'est pareil, en fait, Calliope exige que le formateur, en fait, on exige du formateur qu'il ne soit pas juste je donne mon cours et puis je m'en vais. Calliope, lui, il veut dire, bah, en fait, notre formateur, c'est pas ça son rôle. C'est comme un peu à l'époque où on disait, voilà, l'université, c'est fait pour former, et l'insertion, c'est après. Là, Calliope, il vient un peu s'aligner sur aussi tout ce qui est les directives de l'enseignement supérieur. C'est de se dire non, non, c'est pas que enseigner, c'est aussi accompagner dans l'environnement professionnel. Et du coup, ce critère 6, il peut du coup être illustré une fois de plus par le réseau d'anciens, puisque c'est la preuve en fait que l'établissement va investir dans l'environnement professionnel, puisqu'il va investir dans le fait que il va mettre en relation ses apprenants avec des anciens, mais aussi avec des recruteurs, avec les intervenants. En tout cas, faire en sorte qu'il y a un cadre d'échange dans lequel il va pouvoir être immergé dans son environnement professionnel. Voilà pour le réseau d'anciens. Je vais rebondir sur ce que dit Laura. L'avantage, en fait, c'est pour ça que je disais, je parlais des outils, en fait, ça fait partie des outils. L'avantage d'avoir un outil comme ça, c'est que ça vous évite de cumuler, par exemple, des tableaux Excel qui vont vous compliquer la vie, tout simplement. Ça vous évite d'avoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui potentiellement font ça au sein de leurs établissements, qui vont avoir des bases de données qui sont montées sur des fichiers Excel. Ça marche bien, mais quand on est en fait sur des processus qualité, sur du long terme, c'est vrai qu'avoir des outils pour se faciliter la vie, c'est quand même, enfin, c'est mieux, quoi. Je veux dire, d'un point de vue professionnel, c'est mieux. Il me semble qu'on a fini, je crois. Oui. Ouais. On passe aux questions-réponses. Ouais, je pense que du coup, tu peux enlever la présentation et nous remontrer ta jolie tête, Camille. Ouais, je vais faire ça. Je vais juste... En tout cas, on t'entendait mieux. Merci, hein, c'est super. Il y a eu quelques questions. Dalila, vous aviez demandé quel était le lien entre Calliope et labellisation. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire, Camille?
Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent du label Calliope, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est ça. Moi, j'aime bien parler de certification. Voilà. C'est pareil. On va dire, c'est un synonyme, quoi. On voit un peu les deux. Certification Calliope, label Calliope. Il n'y a pas de grande différence, puisque de toute façon, le résultat est le même. Merci. Et je parlais de labellisation OTI, école, auto-école, auto-école. Alors, je suis pas spécialiste en auto-école, Moi non plus. malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas. Labellisation auto-école. Si je Dalila, devais peut-être que deviner, vous voulez expliquer, enfin, vous ouais. pouvez peut-être mettre votre micro si vous voulez nous expliquer. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bien, impeccable. Je suis en charge en fait la préparation et de la mise en place de la certification Calliope. On est certifié, on est audité la semaine prochaine. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir un auditeur demandé mi-août pour fin septembre. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est gros coup de bol, on va dire. Mais en particulier, on certifie en fait organisme, enfin, on passe une auto-école organisme de formation pour pouvoir dispenser un certain nombre de formations pour lesquelles aujourd'hui il nous faut nécessairement une certification pour le faire. Et donc la labellisation qui historiquement était un équivalent à Calliope sur une toute petite partie est devenue Calliope finalement. Donc c'est un groupé entre la labellisation et Calliope, mais j'avoue que j'ai encore du mal à capter un petit peu la subtilité entre ce qui pouvait être attendu du côté des auto-écoles en termes de labellisation et la certification Calliope qui aujourd'hui, enfin, à partir de janvier 2022, pour nous, sera obligatoire. Ouais, je pense qu'il y a deux choses différentes. Enfin, moi, je pense, hein. Alors, je ne vais pas dire je suis sûre à 100%, mais je suppose que si vous passez la certification Calliope pour votre auto-école, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent bénéficier potentiellement de fonds de l'État Tout à fait. pour Oui, financer. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, je pense, oui, ouais, c'était pas la raison, c'était pas la ouais, ouais, raison première, mais effectivement, ça fait c'est partie ça. des- Ben, en fait, c'est-à-dire, oui, donc les critères sont les mêmes. Je suppose qu'au niveau des critères, vous serez sur les critères des organismes de formation, donc qui sont sur les indicateurs, c'est sur les indicateurs, tous les indicateurs des organismes de formation, pas sur ceux des CFA, donc il y en aura moins. Après, je suppose que comme c'est une auto-école, ça doit être réglementé, donc il doit peut-être y avoir quelque chose par-dessus qui en plus doit donner on un est, label potentiellement à l'auto-école. Mais non, je mais pense qu'il y a c'est un deux choses agrément, oui, différentes. c'est ce qu'on Oui, appelle un voilà. agrément, ouais, tout à fait. Donc, ouais, Ouais, oui, donc, comme mais c'est une profession réglementée, effectivement, on a c'est ça. un certain nombre de caractéristiques qui sont de toute façon émises par l'État, donc il n'y a pas de discussion autour de ça. Mais effectivement, comme on était normalement engagé à passer la labellisation et qu'aujourd'hui on est plutôt engagé à passer Calliope, je voulais quand même voir le step en fait qu'il pouvait y avoir entre la labellisation et Calliope, sachant que c'est pour des auto-écoles de petite taille, ça reste quand même une pelleteuse pour un trou de golf, quoi. Ouais, Donc c'est du ça. coup, Ça doit être ouais. assez lourd. Après, moi, le seul conseil, alors par contre, j'ai la mauvaise tendance de tutoyer tout le monde. Le seul conseil que je peux te Ouais, j'ai donner, pas de souci dessus. c'est d'adapter, parce que je suppose en fait que comme on est sur, il faut adapter en fait, les formations qui vont être financées par l'État, donc je suppose Pôle emploi, etc. Il faut que ces formations-là rentrent dans le cadre Calliope. Exemple, avoir tout ce qui est convention, programme, des processus d'intégration, etc. en place. Donc ça serait le conseil que je pourrais te donner. Après, sur tout ce qui est... moi, je ne connais pas du tout les auto-écoles. Moi, l'auto-école, j'ai arrêté après avoir passé le permis. Donc, je t'avouerai que mon référentiel auto-école n'est pas forcément bien là. Mais je pense que oui, en fait, si vous avez besoin de fonds de l'État, oui, forcément, il faut que vous passiez Calliope. Ça, c'est sûr. C'est vrai que je n'avais pas pensé aux auto-écoles, mais effectivement.
Là, du coup, oui, en l'espace de 2 mois, on a dû faire nos déclarations d'activité pour C'est devenir ça, organisme de formation. exactement. Oui, On a dû communiquer tous ces éléments pour qu'on puisse être certifié de l'audit. pour rentrer déjà, pour être certifiable. Et là, du coup, on vient de recevoir le plan d'audit et là, du coup, ouais, pour un audit la semaine prochaine. Donc ouais, je voulais revoir un peu tous ces éléments-là en avance de phase. Oui, Ok, très bien. Ça répond à ma question. super. Enfin, répond à ma question, oui. Bon, la labellisation disparaîtra de toute façon, mais voilà. Je suppose. Merci Dalila. On a une autre question sur la certification Calliope dans le cadre d'intervention directement dans l'entreprise des clients. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce que c'est Morand, j'ai pas vu le prénom, S Morand qui est présent. C'est peut-être Stéphane, non, il y en a déjà deux de Stéphane. Sophie. Bon. Sophie Morand. Vous voulez dire de formateurs qui interviennent dans les boîtes, c'est ça? Sophie, peut-être si tu peux prendre Oui, la c'est parole, ça. poser ta question. Apparemment, c'est ça. Donc, je pense que c'est les intervenants, les formateurs qui seraient formateurs en entreprise. Est-ce qu'ils sont soumis à Calliope? Alors, ça dépend. Alors, déjà, quand on est formateur, moi je suis formatrice indépendante aussi, puisque je donne des cours donc en école supérieure. Donc, moi j'ai un numéro de déclaration d'activité, au même titre qu'un organisme de formation. D'ailleurs, si demain je voulais être organisme de formation, je pourrais, puisque j'ai un numéro de déclaration d'activité. Tous les organismes de formation ne sont pas obligés, ni tous les formateurs indépendants ne sont obligés d'être Calliope. Certains formateurs sont Calliope puisqu'en fait, ils veulent pouvoir faire bénéficier leurs clients. Et quand je dis client, c'est que ce soit un client indépendant ou une entreprise, donc avoir une entreprise et donc plusieurs clients, on va dire, dans la même salle, s'ils suivent la formation. Ils veulent juste pouvoir faire bénéficier les entreprises des fonds mutualisés, comme on disait, fonds publics, etc., puisque certaines entreprises vont avoir des subventions de la région, de l'État, et ainsi de suite, et vont peut-être, parfois, pour certaines choses, préférer des formateurs qui vont pouvoir justement leur procurer les documents qui va faire que les entreprises vont pouvoir en fait faire financer ces formations. Un exemple qui est arrivé hier, mon conjoint était en formation technique laser. Le formateur qui est venu était un formateur indépendant qui venait de Bretagne et qui avait le certificat Calliope, puisque l'entreprise bénéficie de fonds de l'État pour former en fait son personnel. Voilà, mais ce n'est pas c'est pas à tous les coups. en fait, c'est pas obligatoire. C'est moi, comme je dis, C'est comme le formateur, on n'a pas besoin d'utiliser notre CPF pour acheter une formation. Non, en fait, c'est Il y a exactement aussi ça. des gens qui passent hors CPF. Oui. Oui. Moi, je suis pas Calliope. Je suis pas. Si je dispense de la formation, elle sera pas prise en charge par l'État. Après, ça dépend ce que vous faites. Ouais, je peux préciser éventuellement. Vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord, super, merci. Merci Camille pour ces explications. Je peux peut-être préciser, en fait, on est une agence de communication, on dispense des formations à certains de nos clients. Donc, pour le moment, on n'est pas certifié. Il arrive que nos clients viennent à l'agence ou de temps en temps, on intervient directement dans les entreprises. Donc, je voulais savoir simplement si le fait si toutefois on intervenait uniquement dans les entreprises, est-ce que c'est rédhibitoire pour être certifié Calliope ou pas du tout? C'est absolument pas rédhibitoire. Je crois qu'il y a eu une question d'ailleurs par rapport. Ouais, c'est la même. Est-ce que si on loue que des salles chez le client et qu'on n'a pas de lieu à soi, c'est un souci? Ouais. Non, en fait, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, il y a un indicateur sur tout ce qui est organisation en interne, etc., les salles, le matériel. Il faut être très transparent sur ce qu'on loue aussi. Et voilà, en fait, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est garder tout ce qui est les informations, le règlement intérieur, ainsi de suite, qu'on vous donne si vous signez, par exemple, un contrat de location ou quoi. Pensez à bien diffuser toutes les informations, même les informations, tout ce qui est alerte incendie, ce genre de choses. Voilà. Mais c'est absolument pas rédhibitoire. On peut être formateur, ne pas avoir de locaux et être Calliope ou changer de locaux parce qu'on est chez différents clients ou louer des locaux ou avoir des locaux et devoir louer des locaux parce qu'on n'a pas assez de place. Il y a pas de, c'est absolument pas rédhibitoire. Par contre, il faut montrer via Calliope qu'on est organisé, même si on a différents locaux ou pas de locaux. Et par cette organisation, ça veut dire il faut que les gens soient au courant comment ça se passe
Est-ce qu'il y a, je sais pas, hein, mais si on est par exemple dans certaines villes, il va peut-être y avoir, faut badger à l'entrée, par où est-ce qu'on rentre, est-ce qu'il y a un accès handicapé, ce genre de choses. Et du coup, concrètement, pour quelqu'un qui n'a pas de locaux, il l'emmène où son auditeur? Il réserve une salle au café? Au café. Alors pour quelqu'un, oui, enfin je veux dire que après il y a beaucoup d'audits aussi qui peuvent se faire en ligne. Ah, d'accord. C'est pas un problème. Ah, c'est des audits sur document, donc ça peut être ça doit être un peu longué toute la journée en Zoom, mais ça peut être un audit en ligne. Ça c'est il y en a certains qui ont été faits en ligne pendant le Covid puisqu'on pouvait pas se déplacer. Après, oui, on peut louer une salle, on peut louer un espace de coworking, c'est pas un problème. Vous avez le droit d'accueillir l'auditeur dans un espace de coworking pour avoir l'auditeur en face de vous, mais lui dire, moi, je suis formateur indépendant. Mm, mm. Voilà. Il y a 2 questions. Celle de Dalila, ça doit être sur le référentiel pour la prévention du décrochage. Est-ce que Oui. tu as peut-être une bonne pratique que tu as déjà vu passer comme preuve de prévention du décrochage? Alors, c'est très formation dépendant. Preuve de décrochage, si je pouvais donner un conseil, c'est il faut poursuivre les gens. Il n'y a pas de solution. Le problème du CPF, c'est que comme les gens ne payent pas avec leur argent, mais dans un sens, et on va dire, et tu sors pas ta carte bancaire, tu ne payes pas avec ta carte bancaire. Donc, Il y a tendance à donc décrocher. voilà, les gens ont tendance à décrocher. Donc voilà, merci Sophie, c'est gentil. Les gens ont tendance à décrocher. Moi, le conseil que je donne, et c'est vrai que donc là, c'est l'auto-école, appelez les gens. On peut aussi les incentiver. Il y a pas mal de centres de formation qui font ça. C'est un peu la carotte, mais on peut incentiver les gens. Ça dépend ce que vous faites, dans quel milieu vous évoluez. Mm. Donc voilà. Ça peut être Après, une session, que je pense au cas de l'auto-école, moi j'imagine, ça pourrait être organisé, une session de révision commune. oui, Voilà, se voilà. faire proposer un truc. Donc, Ok. Et on a une dernière, il est à 55, je vais tenter de veiller au respect du timing. pas trop. Il y a une personne qui nous a demandé aussi si on est tout nouveau dans le domaine de la formation, qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, clairement, mais par contre, on aimerait faire la certification Calliope. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on leur propose un process alors que enfin, faut tout créer, quoi. Et oui. Faut parler de l'avenir. Enfin, moi, j'imagine que c'est Oui, ça, mais on va dire, si demain, bon, déjà, je suppose que si on est tout nouveau, on veut déjà faire une formation. Oui, il faut créer une formation. Alors, même si on ne la vend pas de suite, mais il faut la créer parce qu'en fait, il faut être en capacité de présenter les documents. Et on ne peut pas avoir la certification et créer les documents après. C'est-à-dire que la certification, l'audit, évalue sur les documents qui ont été créés. Donc, il faut forcément créer quelque chose. On ne peut pas avoir la certification et créer après. d'accord. Faut d'abord J'ai que la vu, formation, elle ouais, existe. j'ai vu qu'il y avait une question sur le handicap. Ouais. Donc, c'est Romain. En termes d'adaptabilité aux handicapés, quand on donne des formations 100% en ligne, des conseils de critères attendus. Alors, je vais commencer par répéter. Un truc que je dis beaucoup à mes clients, c'est tous les handicaps ne sont pas visibles. Quand on dit handicap, on pense très souvent à des personnes qui sont en fauteuil roulant. Mais ce n'est pas que ça le handicap. Il y a des personnes qui sont malentendantes, il y a des personnes qui ont des problèmes d'élocution. Il y a aussi tout ce qui est dyscalculie, dysgraphie, etc. Ce sont des handicaps parfois qui sont, enfin, c'est reconnu parfois selon la gravité comme handicap. Personnes qui vont avoir visuellement des problèmes, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est une base. Conseil des critères attendus. Les critères, parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, il y a une chose il faut être au courant de ce qu'est un handicap. Et comme je dis, le handicap, ce n'est pas que des gens qui sont en fauteuil. Donc, il faut s'informer. Regardez sur le site de la MDPH, il y a beaucoup d'éléments en fait. Il y a des petites vidéos, il y a des petits flyers, etc. Donc, ça peut ça peut vous apporter quelque chose. Et conseil, c'est si vous faites de la formation en ligne, d'avoir, alors ça dépend ce que vous faites, mais ça serait d'avoir, par exemple, pouvoir proposer des vidéos et la transcription en PDF. Une personne qui va être malentendante, mais qui veut quand même assister à votre formation, euh, pourra quand même lire, par exemple, le PDF. Ça peut être des petites choses comme ça. Une personne qui va visuellement avoir des problèmes, alors, ça peut être, je veux dire, complètement aveugle ou pas, ça va dépendre des degrés aussi. Vous avez que du cours écrit,
adapter votre cours e-learning en vidéo. En audio, Voilà, oui. c'est ce genre de petites choses. Est-ce qu'on peut choisir une seule, c'est la même personne qui débute, on va dire, dans la formation. Est-ce qu'on peut choisir une seule? Vas-y, je te laisse faire. Est-ce qu'on peut choisir une seule formation sur tout ce qu'on propose afin d'être utilité que sur celle qu'on a choisie? Alors, la logique voudrait que oui, puisque vous préparez l'échantillonnage, mais comme vous ne savez pas sur qui vous tombez, moi, je vous conseille de tout préparer. Parce que ça va normalement, vous préparez l'échantillonnage. Donc, c'est vous qui dites, voilà, j'ai ma formation, etc. Mais de toute façon, les documents, vous devez les faire pour toutes les formations. Voilà. Les formations, il faut en mutualiser, etc. Attends, j'ai une question d'un coup, une question de débutante. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est la formation qui est reconnue Calliope ou l'organisme? Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire, allez, je deviens certifiée Calliope sur une formation parce que j'ai présenté qu'une formation. J'ai mon audit Calliope, je débloque mes autres formations et je crée mes documents du coup petit à petit pour les autres formations, pour l'audit de surveillance. Ok, on peut, voilà. Mais en fait, le truc, c'est la formation. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'organisme qui est. Et d'ailleurs, très bonne remarque, c'est l'organisme qui est Calliope, c'est pas la formation. Ça me met hors de moi quand je vois notre formation est Calliope. Non, c'est votre organisme qui est Calliope, j'insiste. Donc, c'est l'organisme en fait qui est Calliope et on peut avoir une seule formation qui va bénéficier du CPF. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous voulez que vos clients bénéficient du CPF, vous allez de toute façon devoir faire une quantité astronomique de papier puisque vous devez mettre vos formations sur la plateforme EDOF et que la plateforme EDOF va vous demander le listing du programme, etc., etc. Donc, dans tous les cas, les documents d'information au public, donc qui est sur l'indicateur, le critère 1, vous allez devoir les produire. Donc, oui, donc oui, tu peux avoir une formation enregistrée au CPF, faire d'autres formations et au fur et à mesure faire les documents. Mais on peut pas en fait être certifié sans rien et créer les choses après. Il faut quand même avoir un. Merci Camille. Dernière question de ton expérience. Du coup, est-ce que tu peux nous donner quels sont selon toi les trucs qui reviennent le plus, comme il y avait écrit échec, mais je pensais plus quand tu disais les trucs qui passaient pas. Non-conformité, voilà. Les éléments de non-conformité qui reviennent assez régulièrement, c'est lesquels selon toi? Alors, ça va être des trucs bêtes, mais vraiment bêtes. Ça va être, tu vois, on parlait du critère 6 pour tout ce qui est veille, etc. On parlait de data alumni, on parlait des réseaux. Ça va être ça. Parce que les gens n'y font pas attention, parce que c'est quelque chose, en fait, qui va prendre du temps. Tout ce qui est la veille légale, réglementaire, alors qu'en fait, c'est pas... Si on prend l'habitude, ça va pas forcément prendre tant de temps que ça. On va recevoir, moi, je reçois une newsletter. Comme ça, après, je dispatche les infos à mes clients. Donc, je prétrie les informations. Mais après, puis parce que je suis professionnelle de l'enseignement aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mettre des outils en place. Donc, il va y avoir ça. Et après, ça va être des choses aussi bêtes, mais ça va être beaucoup sur tout ce qui va être les formateurs. Et c'est très compliqué le formateur parce que, alors il y a des organismes qui font très attention, mais quand vous embauchez un formateur, alors si c'est un formateur indépendant, moi je sais qu'on me demande toujours mon numéro de déclaration d'activité. Ça, c'est mon numéro de déclaration d'activité de formateur, pas d'autres entreprises par exemple, mais de formateur. Ensuite, on va me demander mon diplôme. Donc, il faut avoir une copie des diplômes, il faut avoir les CV, il faut avoir toutes ces choses-là. Après, voilà, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire embaucher que des gens qui ont Bac+12, ce n'est pas le but, mais faites attention aux gens que vous embauchez. Et c'est ça. Et après, c'est tout ce qui va être sur des gros organismes de formation. Vous êtes tenu, quand vous êtes en organisme de formation, c'est bête, hein, mais de former votre personnel. Et ça aussi, c'est un gros problème. Former le personnel. Alors ça ne va pas se voir, bien évidemment, sur l'audit de certif, parce que de toute façon, il y a un document, le document va sûrement être vierge. Mais moi, j'imagine des organismes de formation, pour en avoir vu, moi, je sais qu'il y a des organismes qui ne passent pas l'audit de renouvellement. D'accord, à cause de ça. Ouais. Ah, qu'ils l'oublient En fait, c'est juste que ils font tellement pas attention à leurs formateurs, ils font pas attention à la formation des personnes que voilà.
Et pour répondre à la question, même sur un freelance ou qu'on a ponctuellement, oui, intéressez-vous aux personnes même en freelance. Je veux dire, pour travailler, moi je travaille avec une école qui n'est pas Calliope, une école qui est certifiée Calliope. L'école certifiée Calliope, on a des vidéos de formation, mais on a des supports en fait de formation qui sont mis à notre disposition. Donc pensez à ça. Et oui, là, Alors, je suis sur ton référentiel, c'est le critère 5, professionnaliser les équipes. C'est ça. Alors, c'est pas que pour le CDI, non. Pensez vraiment, alors, quand vous embauchez un formateur en CDI, puisque s'il va être sous contrat, alors potentiellement un numéro de déclaration d'activité, mais pensez quand même à demander un CV, chose très importante, demander un casier judiciaire vierge en général. Alors après, vous embauchez qui vous voulez, mais très souvent, on vous demande un casier judiciaire. C'est diplôme, CV, casier judiciaire. Et vous faites signer un contrat de formateur, enfin une charte du formateur si vous embauchez quelqu'un en CDI, et un contrat si vous embauchez quelqu'un, par exemple, en freelance. Moi, je sais que j'ai un dossier avec les papiers que j'envoie systématiquement pour les interventions en école, sup. Voilà. Après, ça varie selon pour qui on travaille, etc. Mais, et tout ça, vous le gardez dans un fichier, que les gens puissent... que quand vous êtes contrôlé, que vous puissiez dire, bon, ben voilà, ce formateur, il fait ça. Et bien évidemment, que l'expérience de vos formateurs corresponde à la formation qu'ils dispensent. Parce que ça, c'en est une autre. Ça fait partie. Et c'est un très gros problème, en fait, parce qu'on est dans la formation, mais ça fait partie des non-conformités. Merci Camille, on a presque tenu le timing. Je vous remercie à tous d'être venus. On va vous laisser. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez d'autres questions, je vais vous envoyer un email. Normalement, j'ai vos emails si vous vous êtes bien inscrits. Sinon, vous me retrouvez un peu du moyen que vous voulez sur LinkedIn ou je ne sais pas par quel moyen vous êtes arrivé. Et comme ça, je vous donnerai les coordonnées de Camille. Si jamais voilà, vous avez besoin d'un accompagnement ou de questions, je pense qu'elle pourra vous répondre. Et oui, Romain, c'est aussi rassurant. C'est bien aussi d'avoir ce temps d'échange. C'est fait pour ça. On le sait, on en discutait pareil juste avant de prendre l'antenne, entre guillemets. On se disait c'est un caractère très anxiogène de se faire évaluer sur des choses qu'on maîtrise pas très bien, sans marche à suivre. Donc, merci encore Camille pour ton temps. Et puis, je vous écris avec le replay, le support et puis le contact de Camille si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.